Je vous ai dit hier que je lisais Fondation de Isaac Asimov, enfin le cycle de la Fondation, tome 1, Fondation. Je m'étais arrêtée où, je sais même plus. On va reprendre et tout ça. On aime cette luminosité pourrie. Donc on était arrêté où le prince régent d'Anacréon a mis dans la tête de son neveu, donc le futur roi, de déclarer la guerre à la Fondation. Et donc là on arrive où Ardyn, donc le maire de Terminus, arrive sur Anacréon pour la cérémonie de couronnement du futur roi. Il y va incognito et durant la cérémonie, donc le prince régent Viennise, je sais pas trop comment ça se prononce, c'est un peu chelou, mais bon, on va dire Viennise, hein, parce que je l'appelle comme ça. Et le futur roi s'appelle Léopold Ier, mais je l'appelle Léopold, comme ça c'est plus facile pour moi, parce que franchement des fois ils ont des noms un peu chelous. Viennise voit Ardyn et l'emmène dans son bureau pour discuter, et en gros, Viennise dit à Ardyn qu'il a lancé sa flotte sur Terminus, elle est déjà partie, et elle est demain midi, elle va attaquer la fondation, donc Terminus. Sauf que Ardyn n'est pas un homme stupide. Ardyn a vu venir les choses et le savait, et donc en fait à minuit pile, toute la ville cesse de tourner, en fait, enfin toute la planète d'Anacréon cesse de vivre, puisqu'en fait tout fonctionne avec le nucléaire, et les maîtres du nucléaire, ce sont les gens du clergé, donc les prêtres, qui sont des membres de Terminus et qui sont formés par Terminus, donc prennent leurs ordres d'Ardyn et de personne d'autre. Ce qui fait que un peu avant qu'Ardyn aille au palais pour le couronnement du prince, il a rendu visite au clergé pour leur expliquer la situation et tout ça. Donc en fait le clergé a arrêté toutes les lumières, donc il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien qui est possible puisque tout est au nucléaire, et c'est donc, comme j'ai dit, le clergé qui dirige ça. Donc voilà. Donc dans la flotte qui est partie pour attaquer Terminus, il y a également un membre du clergé, un des plus haut placés, qui du coup crée une espèce de coup d'état sur le vaisseau et oblige l'amiral du vaisseau, qui n'est autre que le fils de Viennise, de communiquer, bon, sous la menace, mais de communiquer quand même qu'en gros la flotte faisait demi-tour et que le prince régent Viennise devait se rendre et subir un procès ecclésiastique, voilà, pour les actes qu'il allait commettre, et que s'il ne le faisait pas, le palais serait bombardé. Donc Viennise comprend que son coup d'état qu'il a tenté contre la Fondation n'a pas fonctionné, et voilà, donc il essaye d'attaquer Ardyn, il n'y arrive pas, et finalement il finit par se faire exploser la tête parce que il a compris que sinon il allait aller pourrir en prison. Et durant toute cette scène, on a le futur roi, donc Léopold, 16 piges, qui en fait est complètement terrifié. Il sait pas ce qu'il fout là, il sait pas, voilà, enfin, il est terrifié. Et du coup, Ardyn, pour expliquer à ce prince régent, donc à Viennise, et indirectement au futur roi qui est là dans la pièce, qui du coup écoute, malgré le fait qu'il ait peur et que c'est un petit enfant terré dans un coin, il explique que la Fondation, c'est Dieu, et ça restera Dieu, et ce sera toujours comme ça, et que d'une certaine manière ils auront toujours un coup d'avance sur eux, et qu'ils seront toujours dépendants d'eux. Et en fait il prend en compte une histoire, alors je sais pas si réellement elle existe dans la vraie vie, ou si c'est Isaac Asimov qui l'a créée pour son histoire, mais du coup en gros il explique qu'il y a un cheval qui avait pour ennemi un loup, qu'il avait très peur du loup et tout ça, il avait peur de mourir par les crocs du loup. Et en fait, il décide de se trouver un allié, et cet allié, c'est l'homme. Et donc, il trouve un homme et il persuade cet homme que cet allié, que le loup est aussi son ennemi. Donc, l'homme accepte de faire alliance avec le cheval pour aller tuer le loup. En échange, le cheval accepte de mettre une bride autour de son cou et une selle sur son dos.
Et donc tous les deux ensemble, ils vont aller tuer le loup. Donc une fois que le loup est mort, le cheval dissocie à l'homme. Maintenant que notre ennemi commun est mort, retire cette bride de sur mon cou, ôte cette selle de mon dos et rends-moi ma liberté. Ce à quoi l'homme répond en éclatant de rire, n'y compte pas. Et il l'éperonna de rechef. C'est dur à dire ça. Et en fait, Hardin, il explique... en fait, il dit, vous voyez l'analogie, j'espère, en fait, pour lui faire comprendre que les rois, en fait, des 4 royaumes, pour s'assurer la domination de leur peuple, comment il dit ça, ont du coup accepté la religion de la science, qui est quelque chose de complètement inventé et faux, et voilà, mais que du coup, ces rois ont des droits divins, parce que avec on crée, genre par exemple pour le couronnement, le roi, son fauteuil se soulève de quelques centimètres du sol et avance, mais ça c'est avec des processus radioactifs et tout ça, enfin c'est grâce à la science que ça y arrive. Il y a une espèce d'halo lumineux tout le temps autour du roi quand il est en présentation devant le peuple, mais pareil, c'est des trucs radioactifs qui se passent, donc c'est des processus mis en place par le clergé, et le clergé il croit que du coup, enfin le clergé croit aussi que le roi est de droit divin, alors que c'est eux qui sont en train de créer cette espèce d'halo autour de lui, mais pour eux, non, c'est quand même un truc mystique et tout ça. Le roi, il croit aussi, même si d'une certaine manière, il sait que c'est faux. Et le peuple y croit parce que eux ne savent pas que c'est faux. Donc tout ça est créé, mais tout le monde y croit, alors de façon extrêmement stupide, alors que c'est eux qui créent le truc. Ils savent qu'ils le créent, mais ils croient à leur allusion, quoi. Donc c'est un peu fort en chocolat, mais ça existe réellement, hein, même dans notre société actuelle. Et donc, du coup, Hardin finit par dire que voilà, en voulant devenir des rois de droit divin et soumettre leur peuple, ils ont sacrifié leur liberté. Il dit, mais cette religion leur a ôté la liberté, car elle plaçait l'énergie atomique entre les mains du clergé, lequel, vous l'avez oublié, prenait ses ordres de nous, donc de Terminus, et non de vous. Vous avez tué le loup, mais vous n'avez pas su vous débarrasser de l'homme. Voilà, en voulant avoir quelque chose plus que tout, ils ont été prêts à s'allier et à accepter quelque chose, mais malheureusement ce quelque chose, en fait, ils pourront jamais s'en libérer. Et ça, c'est parce qu'ils ont mal réfléchi, et ça arrive, voilà, dans la vie de tous les jours. Parfois on fait des compromis, on fait des pactes, et au final on se fait avoir parce que la personne avec qui on fait une alliance est plus forte que nous. Donc voilà pour cette partie-là. On va continuer encore un peu la lecture. Non, là je viens de finir la partie 3, donc les mers, et je commence la partie 4, les marchands. Et du coup, la fin, c'est... on retrouve Hardin et tous ses comparses, donc tous les conseillers, machin, dans la crypte. En fait, la crypte, c'est là où... on va dire c'est un peu genre la tombe de Hari Seldon, qui est le psychohistorien, donc la personne qu'on a vue au tout début de l'histoire et qui a prédit un peu ce qui allait se passer en fait dans le futur, qui allait la galaxie, l'empire galactique allait s'écrouler et que ça allait être une période très sombre pendant des milliers d'années, mais que cette période très sombre pouvait se raccourcir à seulement 1 millier d'années. Et bref, donc du coup il y a cette crypte où en fait pour le 50e anniversaire de sa mort, il fallait qu'ils se réunissent dans cette crypte, donc là ils étaient 6 personnes à la base, et il a laissé un message en disant là vous venez, vous êtes aux portes de la première crise, voilà, puis il explique quel est son but, où il disait qu'en gros le but principal de la fondation c'était pas du tout l'encyclopédie. Donc comme je vous ai dit, la partie 3, 30 ans après les 50 ans de la mort de Seldon, donc là on est quasiment 80 ans après la mort de Seldon. Et donc comme il y a son 80e anniversaire, de nouveau Hardin va dans la crypte, et là il y a beaucoup plus de monde puisque le conseil est beaucoup plus gros, beaucoup plus important, et donc tout le monde est là, mais on n'est pas sûr que Hari Seldon va de nouveau apparaître devant eux. En fait il y a une espèce de cage en verre dans lequel il y a un hologramme qui apparaît, et donc on voit Hari Seldon en fauteuil roulant où il parle, en fait, il dit ce qu'il a à dire. Et en fait Hardin explique que tous les ans, à la date de l'anniversaire de la mort de Hari Seldon, il va dans la crypte
pour voir si le gars il a pas un message pour eux, quoi. Sauf que c'est pas le cas, donc là on est 80 ans, il se dit peut-être que il y a un peu des dates comme ça où tu dis, et en fait c'est le cas. Parce que comme ils viennent de subir la deuxième crise, et du coup Harry Seldon leur dit, en gros, leur dit, je sais pas s'il y a quelqu'un devant moi, est-ce que je parle dans le vide ou pas, mais en tout cas, vous venez de vivre la deuxième crise. Si vous avez réussi à la surmonter, vous êtes devant moi. Si vous n'avez pas réussi à la surmonter, c'est qu'elle était trop forte pour vous, et donc du coup forcément il n'y a personne devant lui. Donc là il y a du monde devant lui, et donc il redit ce qu'il a à dire, mais en même temps il peut pas leur dire ce qui va se passer, parce que sinon ça va fausser ses calculs et ça va fausser l'histoire. Et donc il explique que la religion c'est cool, en fait ils ont réussi un truc, mais qu'en même temps ça doit pas devenir le truc principal, puisqu'en fait ça a ses limites déjà, puisqu'en fait les autres planètes des 4 royaumes sont beaucoup plus riches que eux, dans le sens où ils ont des terres fertiles, ils ont des minerais, ils ont une armée, alors qu'en fait Terminus est une terre complètement enfin je veux pas dire aride parce que c'est pas ce qu'ils disent, mais il n'y a rien en fait, il n'y a pas de minerais comme je vous l'ai déjà dit, enfin vraiment c'est une terre où en fait ils sont obligés d'importer énormément de produits, il n'y a pas ce qu'il faut, donc en fait ils peuvent être en péril, en fait il suffit qu'il y ait des blocus et c'est mort, ils sont un peu dans le caca. Mais en tout cas on finit cette partie 3 où tu te rends compte que déjà Harry Seldon c'est un peu le prophète du truc, alors je pense qu'il a rien demandé le gars, mais bon voilà. Et Hardin, du coup, Salvor Hardin, est pareil, est un peu vu comme... du coup, c'est l'homme le plus puissant de cette partie-là de la galaxie. C'est l'homme qui possède un peu tous les droits, puisque, en fait, après la tentative de coup d'État de Viennese, le jeune roi Léopold, là, a signé un accord comme quoi, voilà, en gros, il n'attaquera plus jamais la fondation, enfin un traité, pardon, et donc du coup les deux autres royaumes ont aussi signé des traités comme quoi ils n'attaqueront jamais la fondation. Et en fait, le truc que j'ai du mal dans cette histoire, c'est que Anacréon, par exemple, ce n'est pas qu'une planète, c'est un système, en fait, donc il y a plein de planètes sur Anacréon. Terminus, c'est une seule planète, je crois, et en fait, les 4 royaumes, c'est pas 4 planètes, c'est 4 systèmes, si je dis pas de conneries. Mais dans ces 4 royaumes, il y a Terminus, et en fait, Terminus, c'est une seule planète. Donc j'ai un peu du mal avec tout ça, et en fait, du coup, c'est des espaces extrêmement distants, en fait, puisque nous, par exemple, on fait partie du système solaire qui appartient à la galaxie de la Voie lactée, donc potentiellement, il y a d'autres systèmes pas solaire, puisqu'on l'appelle solaire à cause du soleil, mais il y a d'autres systèmes galactiques. C'est très grand, déjà on voit entre nos planètes les distances, mais donc imaginez, enfin, c'est très 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 immense, et du coup, genre c'est mon cerveau a un peu du mal, et c'est pas forcément précisé dans le livre, parce que ça a pas... Enfin, on s'en moque en fait de savoir par exemple qu'Anacréon possède 4 planètes, je vous dis une connerie parce que c'est pas dit, mais voilà, il y a des choses... C'est pas gênant. Et ah oui, et du coup, Harry Seldon dit aussi que la fondation, il en existe une autre à l'autre bout de la galaxie. En fait, ils ont créé une fondation sur Terminus et une fondation de l'autre côté de la galaxie. Donc potentiellement, de l'autre côté de la galaxie, il est en train de se passer la même chose avec d'autres systèmes, d'autres planètes, et peut-être pas à 100% pareil, mais il se passe quelque chose de très similaire à l'autre bout de la planète, et donc du coup il explique qu'il reste 920 ans avant la date butoir, avant le nouvel empire, donc je pense qu'avant que les deux fondations arrivent à se rejoindre. La partie 4, j'ai lu une page à peine, et je sais pas combien de temps après on est. Dans les premiers chapitres du coup de la partie 4, les marchands, on voit 2 nouveaux personnages, donc Pognette et Gorov. On ne sait pas combien de temps après la fin de la partie 3 ça se passe. Je n'ai pas encore l'info. Mais, enfin si, je vous dis des bêtises, si au bout d'un moment on a une info. En fait, Pognette est un marchand, donc il est sur un vaisseau. Enfin, il est même sur son vaisseau à lui quand il reçoit un message d'un autre vaisseau. Et sur le coup, on ne sait pas c'est quoi ce message. Et en fait, ce message, ça lui indique qu'un de ses amis est emprisonné sur une planète. C'est une personne qui est importante, celle qui est emprisonnée.
On pense que c'est un marchand, mais en fait finalement c'est pas un marchand, c'est un agent spécial ou secret, je sais plus comment il dit, de la fondation. Pognette va sur Ascon, donc là, le problème c'est que c'est une zone interdite, c'est-à-dire que les marchands sont pas censés y aller, et il va mettre 2 semaines pour pouvoir y aller en fait. Il va mettre 1 semaine pour pouvoir atteindre la planète, et 1 semaine pour entre le moment où il arrive sur la planète et le moment où il rencontre le grand maître de la planète. Arrivé là-bas, il veut essayer un peu de plaider la cause de son ami, mais c'est peine perdue. Le grand maître dit bah non, c'est mort, on va le couper, on va pas lui couper la tête, pas du tout, on va le mettre dans une chambre à gaz et basta. Il demande quand même s'il peut le voir. Le grand maître lui dit non, en fait, dans leur justice à eux, la personne qui est condamnée, voilà, elle voit personne. Pognette va avancer le fait que toutes les âmes doivent se préparer à quitter leur corps corporel et patati patata, enfin un truc un peu religieux. Et finalement, le grand maître est un peu sensible à ça et donc décide de laisser Pognette voir Gorov. Donc les deux hommes se voient et en fait Gorov explique que Ascon n'aime pas... Enfin, Gorov peut être libéré sous condition d'une rançon et en fait cette rançon c'est de l'or. Sauf que la fondation, comme on le sait, elle n'a pas de minerai, donc elle n'a pas d'or. Elle est pauvre en or, donc il faut qu'elle le trouve ailleurs. Gorov, lui, sa mission, on comprend, c'est que la planète Ascon refuse tout ce qui est atomique, donc ce que la fondation a à vendre finalement, ce qui est leur religion, donc tout ça ils ne l'ont pas, et son but c'est de les convertir, tout simplement, voilà, pour faire plus simple. Il veut qu'ils soient dépendants de l'atomique, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, qu'ils soient dépendants de ça, et que du coup, d'une certaine manière, ils croient à cette religion de l'esprit galactique et de tout ce qu'il y a autour, parce que vraiment, la science atomique, on en parle vraiment comme une religion. Donc ça fait vraiment référence à leur religion quand les gens veulent te faire croire un truc que toi, tu n'y crois pas. Et Gorov explique à comment il s'appelle déjà? J'ai déjà oublié. Ils ont des noms un peu durs, donc du coup, des fois, je vous plie. Pognette. Donc Gorov explique à Pognette que... en fait, sur Ascon, ils sont contre l'arme atomique et le nucléaire et tout ça, puisque ça leur rappelle l'époque quand ils étaient encore sous l'emprise de l'Empire, tout début du roman. Du coup, tu fais le lien, en fait, tu comprends ça, ce qui te permet de savoir combien de temps après la fin de la partie 3 on est, donc une vingtaine d'années finalement, comme je vous ai dit, puisqu'on dit il y a un siècle, ils ont eu des problèmes avec le nucléaire et l'Empire, en fait, ça leur rappelle qu'ils étaient soumis à l'Empire et aujourd'hui c'est plus le cas. Et si on se souvient pas bien, et si je dis pas de bêtises, mais flemme de rechercher si c'est ça, je crois qu'à un moment donné dans la partie 2, Ardyn, qui était tout nouveau maire de Terminus, avait demandé à l'empereur qui dirigeait, enfin qui avait encore la main mise sur toute la galaxie, lui avait demandé qu'est-ce qui s'était passé sur une planète, et je crois que c'était sur Ascon qu'il avait demandé ça. En fait, il y avait une centrale nucléaire qui avait explosé et on avait considéré que les réparations qui avaient été effectuées quelque temps auparavant avaient été mal effectuées. Ce qui fait que depuis déjà des années, ils délaissaient les centrales nucléaires et avec ça, ils ont encore plus eu envie de délaisser les centrales nucléaires. Donc si c'est bien Ascon, ça s'est passé même pas il y a moins d'un siècle, puisque ça s'est passé quand Ardyn était maire sur Terminus, soit 50 ans après le début de la fondation. Donc là on serait 150 ans après le début de la fondation, donc 5 et 2, 70 ans après la fin de la partie 3. Voilà, en tout cas là on est sur clairement un truc de... En fait il y avait un empereur qui dirigeait toute la galaxie et on est devenu mécontent de sa façon de gérer la galaxie puisqu'il a négligé la science. Et comme on n'était pas d'accord sur ça, on s'est dit au bout d'un moment il va y avoir un point de rupture et donc de l'anarchie pendant quasiment 10 000 ans, le temps que tous les systèmes se réalignent et se remettent d'accord et tout ça. Et donc on a des psycho-historiens qu'on dit que ça allait arriver et tout ça, et qui, pour eux, il y avait une manière que
ça ne se produise pas, et qu'il fallait changer le système. Mais en fait, changer le système, c'est finalement d'une certaine manière revenir au même système, puisqu'en fait, ils sont en train de déconstruire l'ancien empire pour reconstruire un nouvel empire avec du nucléaire et en mettant en avant la science. Pourquoi pas? Le nucléaire, je sais pas, mais la science, pourquoi pas? Mais la façon que c'est fait, c'est pas... t'enlèves quelque chose de négatif pour remettre pour moi quelque chose de négatif. Parce qu'en plus de ça, tu obliges les autres planètes, les autres systèmes à être soumis à une planète ou un système. Je crois que Terminus n'est qu'une planète. Je sais pas si c'est un système planétaire complet, mais voilà, en fait, tu de nouveau resoumets le système galactique à une personne, en fait. On retourne un peu sur une espèce de dictature, monarchie, puisque c'était des empereurs et c'était de père en fils, donc il y a un côté un peu monarchique, mais... Et tout ça sous couvert de religion en plus, donc c'est encore plus négatif qu'avant, puisqu'avant il n'y avait pas l'air d'avoir de religion spécifique ou spéciale. Et puis en plus on sait que la religion est inventée de toutes pièces, et encore une fois on peut faire l'écho avec notre vie à nous, en fait, avec ce qui se passe dans le monde réel, puisque on sait que les religions ont été inventées par l'homme, pour l'homme, et en fait pour fédérer les hommes entre eux, et pour qu'ils aient un but précis vers lequel aller. Si vous voulez mieux comprendre ma pensée, je vous invite à lire le livre Sapiens de Yuval Noah Harari, qui est extraordinaire. Il n'y a pas que ses œuvres à lui qui sont, je pense, super et qui traitent du sujet de l'humanité, mais en tout cas c'est le seul que j'ai lu et que je trouve très intéressant, et qui à un moment donné t'explique que c'est les hommes qui ont créé Dieu et pas l'inverse, et il t'explique aussi que les sociétés n'existent pas, en fait. Par exemple Peugeot, il te prend l'exemple de Peugeot, pourquoi je ne sais pas, mais voilà, que Peugeot par exemple n'existe pas, ça n'existe que dans le conscient des gens, voire l'inconscient même. Et donc là, c'est un peu pareil, c'est que la science qui existe réellement, c'est quelque chose qui existe, comme je l'ai déjà expliqué, on te le modifie pour mieux te le faire avaler et mieux te le faire accepter, et on te le passe sous un espèce de truc de religion qui crée une espèce de secte d'une certaine manière, et tout ça pour mieux contrôler les gens, en pensant que on va faire mieux qu'avant. Est-ce que réellement on fait mieux qu'avant ? Je pense que c'est une illusion, je pense que dans un premier temps c'est mieux qu'avant parce que ça change, mais au final, au bout d'un moment ça rechangera de nouveau parce que la situation empirera, et donc on retournera sur des guerres, sur des machins, ce qui se produit chez nous. En plus on peut parler de l'actualité avec ce qui se passe en ce moment dans certains pays du monde, hein. Mais bon, au moment où cette vidéo sera postée, ce sera peut-être plus d'actualité aux informations, on sera déjà passé à autre chose en France. Bref, voilà où on en est. Du coup, je suis à 253 pages. Je viens de finir la partie 4, les marchands. Du coup, dans le reste des chapitres, on voit Pognette qui en gros met à exécution le plan dont Gorov lui a parlé, ils se sont entretenus. Sauf que Pognette l'a mis un peu en exécution à sa sauce à lui. Dans le fond, on va arriver sur ce que Gorov voulait, mais dans la forme, c'est pas du tout ça. Pognette va soudoyer la personne la plus proche du grand maître de la planète Ascon. En gros, en lui forçant la main à acquérir des objets atomiques. Comment il va faire ça ? Il va présenter au grand maître ainsi qu'à toute son assemblée, tout son conseil, à tous ses trucs, dont Ferl, je sais pas trop si ça se prononce comme ça encore une fois, et il va leur montrer une machine qui permet de transformer le fer en or par transmutation. Sa machine, il l'a bidouillée en fait dans son vaisseau, c'est un petit truc, il est même pas sûr que ça marche le premier coup, donc il dit il faut que ça marche et tout ça. Ça marche, le grand maître et tout ça sont impressionnés, mais Pognette rencontre Ferl pour essayer de lui vendre la machine. Et en fait, il lui dit, c'est pas la machine que je vous vends, c'est l'or que vous allez pouvoir acquérir, créer grâce à cette machine. Sauf qu'on n'est même pas sûr qu'elle dure dans le temps, parce que c'est un bidouillage maison. Et puis après, le chapitre suivant, qui est le dernier du coup de la partie, on voit Pognette et Gorov, chacun dans leur vaisseau, en train de quitter la planète d'Ascon et être escortés. Et en fait, ils sont escortés par la garde de Ferl, qui les amène au bord du système d'Ascon,
pour récupérer de l'étain, en fait remplir leurs 2 vaisseaux spatiaux d'étain, qui est apparemment une bonne monnaie d'échange. Et voilà. Et en fait, comment il a réussi son coup, Pognette, c'est que dans la machine, dans le transmutateur, il a mis, alors il qualifie pas ça de caméra, mais c'est le même principe, en fait, une caméra, ce qui fait qu'il a filmé Ferl en train de transformer du fer en or, sauf que sur la planète Dascon, c'est un peu pas un blasphème, mais c'est puni par la loi et très sévèrement. Pognette lui a montré les images où il dit, enfin, où on le voit faire ça, quoi. Donc il dit en gros, soit tu me prends tous mes objets atomiques que j'ai dans mon vaisseau, soit je diffuse les images. Alors Ferl accepte de prendre tous les objets atomiques, ce qui convient à Pognette parce qu'en fait Ferl veut devenir grand maître à la place du grand maître puisqu'il est, il commence à être vieux. Et quand il sera grand maître, eh ben, ils auront un allié de choix, pas n'importe lequel. Alors qu'à la base, dans le plan de Gorov, l'allié était moins élevé hiérarchiquement dans la société. Alors que là, ils ont quand même le big boss, le maître ultime. Donc voilà comment finit cette partie sur les marchands. Elle était assez rapide cette partie-là, mais elle était nulle aussi. C'est la pire, celle où on apprend le moins de choses. Celle qui n'est pas intéressante. Enfin, si, on apprend quand même, comme je vous ai dit hier, ils veulent à tout prix convertir tous les mondes. Tous les systèmes, il faut qu'ils soient convertis à la religion de la fondation, donc la religion de la science. Et le moment là de Pognette et Gorov qui ont fait que les marchands sont devenus ce qu'on appelle des princes marchands, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à s'enrichir plus que ce qu'ils ne l'étaient.